On pense souvent qu'activer un VPN, c'est un peu comme enfiler une cape d'invisibilité numérique. Hop, un petit clic et on disparaît des radars. Ah, si seulement c'était aussi simple. La réalité, elle est bien plus complexe, surtout quand une enquête ciblée est lancée. Un VPN, même le meilleur du marché, ce n'est pas une garantie d'anonymat absolu. C'est plus un écran de fumée. Ça ralentit les enquêteurs, c'est sûr, mais ça ne les arrête pas. D'ailleurs, jetons un œil à ce sondage. Les résultats sont assez parlants, non ? Près de la moitié des gens n'utilisent rien ou un VPN gratuit, ce qui revient souvent au même. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même pour les 39% qui payent pour un service, ce sentiment de sécurité est parfois un peu un leurre. Avoir un VPN, c'est un très bon réflexe, on est d'accord, mais c'est loin d'être une armure infaillible. Ce qui nous amène à la question centrale. Est-ce qu'un VPN nous rend vraiment invisibles ? La question qui tue. Et la réponse courte, c'est non. Pour un enquêteur qui a les moyens et la détermination, un VPN, ce n'est pas un mur infranchissable, c'est juste un obstacle. Et justement, dans ce décryptage, on va voir ensemble comment cet obstacle peut être contourné. Alors, comment s'y prennent-ils ? Il faut tout de suite oublier l'image d'Épinal du hacker qui tape frénétiquement sur son clavier pour casser un chiffrement ultra complexe. Ça, c'est pour les films. Dans la réalité, la méthode est beaucoup plus subtile. Tout se joue non pas sur le contenu, mais sur ce qui entoure les données, les fameuses métadonnées. Et leur outil principal, leur véritable clé maîtresse, ça s'appelle la corrélation temporelle. Le nom a l'air un peu barbare, mais le principe est en fait assez simple et surtout redoutablement efficace. L'idée, ce n'est pas de forcer la porte blindée, mais de regarder qui est entré et à quelle heure pile. C'est un jeu d'horloge en quelque sorte. Concrètement, comment ça se passe ? Bon, imaginons. Une action est faite sur une plateforme, disons X pour ne pas le nommer. La plateforme va fournir aux enquêteurs une adresse IP, celle du serveur VPN, et surtout un no-ratage ultra précis. Ça, c'est la première étape. Avec ça, les enquêteurs vont voir le fournisseur d'accès qui gère ce serveur VPN et demandent « Ok, à telle heure, telle minute, telle seconde, qui était connecté à ce serveur ?» En répétant l'opération sur plusieurs connexions, sur plusieurs jours, ils vont croiser les listes. Et à la fin, il y a une seule adresse IP d'abonné, la vraie, qui va ressortir à chaque fois. Et voilà, le suspect est identifié. Mais attention, la corrélation temporelle, ce n'est qu'une partie de l'équation. L'autre grande approche, c'est de chercher les petites fissures, les failles techniques dans l'armure numérique. Parce qu'on va le voir, même le meilleur des VPN peut avoir des défauts. Ces failles, on les appelle des leaks, des fuites. Par exemple, une fuite DNS, ça veut dire que même si le contenu est chiffré, votre fournisseur d'accès peut quand même voir les noms des sites que vous consultez. Il y a aussi les fuites WebRTC, un truc dans le navigateur qui peut carrément laisser passer votre vraie adresse IP. Et puis il y a le grand classique, la micro-coupure du VPN. Ça dure une seconde, mais si le kill switch n'est pas bon, paf, l'adresse IP réelle est exposée. Et justement, ce fameux kill switch, il faut savoir qu'ils ne se valent pas tous. Il y a le kill switch applicatif, qui ne coupe que l'appli VPN elle-même. C'est un peu comme fermer la porte de la cuisine, mais laisser la porte d'entrée grande ouverte. Si le VPN plante, les autres logiciels peuvent continuer à parler sur Internet sans protection. Le plus sûr, de loin, c'est le kill switch système. Lui, il coupe tout le trafic net. C'est vraiment un détail qui peut faire toute la différence. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle l'empreinte numérique du navigateur. Pensez-y, la version de votre navigateur, la taille de votre écran, les polices installées, la langue, la combinaison de tous ces petits détails crée une signature qui est quasiment unique. C'est une sorte d'empreinte digitale qui permet de suivre une activité d'un site à l'autre, même si l'adresse IP change constamment grâce au VPN. Mais en fin de compte, malgré toutes ces considérations techniques, la plus grande faille de sécurité, la plus courante, elle n'est pas dans le logiciel, elle est humaine. On parle ici de sécurité opérationnelle, ou OPSEC pour les intimes. Il y a une vieille blague dans le milieu de l'informatique qui dit que le problème se situe souvent entre la chaise et le clavier. C'est un peu cliché, mais ça résume parfaitement la situation. On peut avoir la meilleure technologie du monde, c'est souvent l'erreur humaine qui va tout faire s'écrouler. Et ces erreurs, quelles sont-elles ? Ça peut être des choses toutes bêtes. Réutiliser le même pseudo partout, poster une photo sans penser à enlever les données GPS, se connecter sur un Wi-Fi public non sécurisé. Chacun de ces petits oublis, de ces petites négligences, c'est un caillou de plus que l'on sème derrière soi, une piste pour un enquêteur. L'histoire de Silk Road est l'exemple parfait de ça. Le fondateur, Ross Ulbricht, avait commis une erreur, une seule, mais elle a été fatale. Des années avant son arrestation, alors que son projet n'était qu'une idée, il a utilisé son adresse email personnelle sur un forum de discussion sur le Bitcoin. 3 ans plus tard, c'est ce tout petit fil que les enquêteurs ont tiré pour tout faire tomber. Une seule erreur, 3 ans plus tôt. Et ce n'est pas un cas isolé. L'admin d'Alphabay, un autre énorme marché du dark web, a été retrouvé à cause d'une erreur similaire.
Son adresse email personnelle, un truc du style prénom.nom 1991, était resté dans l'entête technique d'un des premiers emails automatiques du site. Une erreur minuscule, des conséquences gigantesques. Alors, face à tout ça, que faire? Comment se protéger efficacement? La clé, ce n'est pas de trouver l'outil magique, non. La vraie réponse, c'est une question de discipline, un véritable état d'esprit à adopter. Résumons les points clés pour construire une bonne défense. D'abord, le VPN. La mention « no log », c'est bien, mais c'est du marketing. Ce qui compte, ce sont les audits indépendants et la juridiction du service. Ensuite, le paiement. Il faut éviter les paiements qui peuvent être liés à une identité. Le top, ce sont les cryptos confidentiels comme Monero. Côté technique, on l'a vu, le kill switch au niveau du système, c'est non négociable. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, la gestion des identités. Il faut cloisonner, séparer de manière hyper stricte les activités personnelles et les activités qu'on veut garder anonymes. Au final, il faut bien comprendre une chose. Chaque action en ligne laisse une trace, une empreinte numérique. Et cette empreinte est quasi permanente. La question n'est donc pas tant comment devenir invisible, qui est une illusion, mais plutôt comment gérer intelligemment l'empreinte que l'on laisse. Évidemment, pour ceux qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, ont besoin d'un niveau de protection et d'anonymat bien plus élevé, il est essentiel de se tourner vers des services qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Et c'est justement là qu'on peut parler de notre partenaire privatealps.net. Leurs services sont conçus pour répondre précisément à plusieurs des points qu'on a abordés. Leurs serveurs sont basés en Suisse, ce qui offre de solides garanties légales en matière de vie privée. Surtout, ils ne demandent aucune information personnelle à l'inscription, ce qu'on appelle le no KYC. On peut payer avec des cryptos comme Monero, donc de manière anonyme, et leur politique no-log est stricte et vérifiée. Ils vont même jusqu'à proposer des environnements de travail sécurisés, des workspaces sous Parrot ou Kali Linux. C'est vraiment une solution à considérer pour passer à la vitesse supérieure. Voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. On espère sincèrement qu'il vous a éclairé sur certains points. Si c'est le cas, et si vous souhaitez soutenir ce travail, il y a plusieurs manières de le faire. Un petit pouce en l'air, ça aide énormément pour la visibilité. Partager ce contenu, c'est peut-être rendre service à quelqu'un. Laisser un commentaire, ça lance la discussion et c'est toujours super intéressant. Et bien sûr, s'abonner et activer la cloche, c'est la meilleure garantie de ne rien manquer des prochaines analyses. Merci beaucoup d'avoir été là et n'oubliez jamais, la technologie est un outil, mais la vigilance reste la meilleure des protections.